moi, une forêt ancienne, c'est pas juste des arbres, c'est pas juste un écosystème, c'est comme une cathédrale. Je vois pas à l'église, moi, je vois dans le bois. Puis tu le sens, là, l'énergie. Les reflets de la poussière, puis de la lumière qui passe à travers, la verdure. Souvent, on favorise plus le côté performance, le côté de l'exploit, le côté je vais prendre une photo puis je vais montrer ça à mes amis puis ça va être cool. Mais on manque de présence ou on manque le bateau parce qu'on est déjà rendu dans notre tête de ce qu'on va dire, à qui on va le dire, puis de se ramener plus au moment présent puis de faire l'expérience avec les sens. Je t'ai entendu tantôt, tu disais ça à Véro. Hey, ça te rappelle quoi, cette odeur-là? Puis tu sais, de vraiment prendre le temps de déguster l'expérience, si on veut, dans tous ses sens, dans tous ses aspects. Puis là, on est un peu dans le rush parce qu'on est ici sur une mission pour faire une émission de production. Mais si on y allait ou si on revenait ici, j'aurais pris vraiment plus de temps de s'asseoir avec les arbres, peut-être même si j'avais une grosse question de ma vie ou si j'avais un élément de réflexion à faire, ben on pourrait prendre le temps d'écouter ce que les arbres ont à me dire. Des fois, j'aime ça juste comme ralentir puis regarder, OK? Je veux comme tout absorber l'expérience. C'est comme aller, je dis comme un time machine. Chaque virage ou chaque partie, quand je suis sur mon vélo, va me ramener des fois la journée qu'on l'a construit, qu'est-ce qui se passait dans ma vie ou des choses comme ça. Fait que c'est assez intéressant aussi. Chaque partie de la trail, tu vas reconnaître chaque roche, chaque arbre, chaque virage. Et des fois, ça va te ramener des souvenirs de qu'est-ce qui se passait dans ta journée quand tu as construit cette partie-là. Il faut que je minimise aussi mon impact. Parce que quand je m'en vais dans le backcountry, je m'en vais aussi dans leur territoire, à tous ces animaux-là. Je suis pas supérieure à eux. C'est aussi le territoire non cédé du peuple Sénèx. Puis eux, ils ont un nom dans leur langue pour le corridor ici, puis ils l'appellent Pikilana. Donc, Pik, ça veut dire blanc. Kilana, ça veut dire grizzly. Donc, on est dans le territoire du grizzly blanc, ici. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la muraille aussi, pour rappeler cet héritage-là autochtone. Puis c'était comme une belle réappropriation aussi, parce que le building sur lequel la muraille est peinte, c'est un building qui a été bâti à l'époque minière, justement. Donc, c'est comme une forme de réappropriation, parce que on célèbre souvent le passé pionnier ou l'ère minière dans les Kootenays, puis un peu moins l'histoire autochtone, puis l'héritage autochtone. Donc là, on est allé mettre une empreinte autochtone sur un building minier. Elle est visible sur l'autoroute, donc tout le monde qui passe par ici la voit. Donc, et rappeler aussi, le grizzly blanc, c'est un animal sacré dans la culture Sénèx aussi. C'est un animal qui apparaissait beaucoup dans les rêves d'une des anciennes matriarches. Quand il y avait une pleine lune, elle rêvait souvent au grizzly blanc. Puis là, je peux pas commencer à comprendre toute l'interprétation des rêves chez les Sénèx, mais c'est quelque chose de spécial. Puis c'est pour ça aussi qu'on a la pleine lune dans notre muraille, puis pour rappeler ce rêve-là de l'ancienne matriarche.
toujours prête pour l'aventure. Ouais. C'est dans mes gènes. Cette montagne-là, ça représente vraiment bien Grand Forks. C'est comme un peu genre désertique, il y a des petits cactus. C'est une scène différente du reste du BC, je trouve. T'es pas juste comme dans les arbres, genre les conifères. C'est vraiment différent le terrain. C'est un bon moyen d'avoir de l'adrénaline puis de changer le mal de place, si je peux dire. T'sais. Donc, je trouve que c'est pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou juste que tu as une sorte dehors sur ton bike, puis on dirait que ça change vraiment l'esprit. Tu respires l'air frais, puis ça change vraiment les idées. Je me poussais à la limite. J'avais peur dans les aventures qu'on faisait, j'avais de l'adrénaline. Il y a des trucs tellement trop steep pour moi. Déclencher pas des avalanches, mais de la slough, débouler des pitchs, skier des trucs tellement trop steep. Hot Puck est né, c'est ma deuxième compagnie. Ça fait 3 ans que je l'ai lancé. On fait des chauffe-mains réutilisables, comme ça ici. Puis, dans le fond, la compagnie est née ici, dans l'Ouest, à Revelstoke, quand que je vivais une période plus difficile. Puis le but, c'était vraiment de trouver un projet pour lequel, oui, je serais stimulée, mais j'aurais un impact pour l'environnement puis la société, et non un projet dans le but de faire des millions de dollars puis de contribuer à démolir notre planète. Je me suis demandé, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? Puis, partir des projets, des entreprises, j'en avais parti une importante déjà. Puis, je suis comme, ben, je travaille sur mon projet. Je démarre mes pochettes isolées. Initialement, c'était ça, Hot Puck. Fait que c'est là que ça a vraiment fait, hey, dans le fond, c'est ça que je veux faire. Je venais de prendre un moment pour moi, pour me recentrer sur moi-même. Puis, je savais que je voulais être à mon compte. J'aime la liberté que ça apporte. Il n'y avait pas de cours que j'étais capable de prendre dans ce temps-là. C'était moi puis les gars. Ça, c'est vraiment ce qui m'a poussée pour commencer She Shreds. Je me suis dit, hey, les pauvres femmes qui commencent à faire ça, là. Je retourne sur Sand. Sur Sand, ouais. Switch, 3, 2, 1. Parfait! On est bien correct avec le check. Let's go dans le backcountry. Mes sponsors de snowboard m'ont dit « Hey, il faut que tu te pognes une motoneige pour aller dans le backcountry pour qu'on puisse filmer des descentes de backcountry en snowboard. » J'ai dit « Super, pas de problème, je vais aller m'acheter une belle motoneige. Ah oui, let's go! » Acheter la motoneige, puis après ça, la première journée en sortie, c'était dur, man. La neige super deep, les contours, les montagnes qui descendent, c'est pas plat. Et moi, j'ai commencé, il n'y avait pas de leçons pour prendre, il n'y avait pas de clinique, il n'y avait rien. Il y avait presque pas de femmes qui faisaient ça. Le backcountry, c'était tous les gars, puis c'était vraiment dur. J'ai pleuré beaucoup. Fait que je me suis dit, hey man, pour les autres femmes qui veulent faire ça, je vais commencer quelque chose pour que ça puisse être un petit peu plus facile pour eux. Moi, le plus
froid puis le plus mouillé, le meilleur que c'est. Ça me fait sentir vivante. Pour moi, l'entraînement, c'est quelque chose qui est quotidien. Ça fait partie des habitudes de vie. C'est comme manger, dormir. L'entraînement, c'est aussi partie prenante. Quand tu t'entraînes avec le but de performer à un haut niveau, puis tu as des dates, puis des événements que tu essaies de cadrer, je m'entraînais vraiment beaucoup, puis à tous les jours, comme 6 jours par semaine, puis je dérogeais jamais de mon cadre. Jamais, jamais. J'étais vraiment assidue. Fait que ça apportait un certain niveau de stress, puis à un certain moment aussi, un certain niveau de... Tu sais, je sais pas que tu te lasses, mais tu es un peu fatigué émotionnellement aussi. Tandis que là, bien, je m'entraîne parce que j'ai envie. Fait que je me lève le matin, il est 5 heures, mais j'ai le gros sourire parce que je le fais pour moi. Je le fais pas parce qu'il faut que je performe dans 2 mois, dans 3 mois. Puis, si je manque un entraînement parce que mon fils est malade ou parce que je me sens pas bien ou je suis fatiguée, bien, j'ai plus ce stress-là maintenant. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais en faire plus demain ou il n'y a plus cette pression-là de sortir puis de faire des trucs. Je voulais vous montrer ça parce que c'est une belle rivière qui veut dire beaucoup pour moi. Aujourd'hui, on est sur le bord de la rivière Slocan, qui est une rivière sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Quand j'ai déménagé à Nelson, il y a environ 6 ans, j'ai commencé à travailler comme guide de rafting sur la Slocan. Donc, j'ai appris à la connaître super bien, à l'apprécier, puis j'ai énormément de bons souvenirs associés à cette rivière-ci, autant en rafting qu'en kayak avec mes amis. C'est toujours un peu plus difficile d'être une femme, juste parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit se prouver un peu plus. Puis moi, en plus d'être une femme francophone, c'était un défi de plus, mais c'est ça, 10 ans plus tard, maintenant, je suis enfin certifiée par l'Association canadienne des guides de montagne. C'est un gros accomplissement. J'en suis très fière, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes francophones qui se sont rendues là. Mais moi, je trouve que dans des emplois comme ça, comme guider, être dans des positions de leadership, puis des positions aussi de questions de sécurité, je pense que les femmes ont beaucoup à apporter parce qu'on pense différemment. On apporte généralement des bons points. Puis je pense que d'avoir de la diversité puis d'avoir un peu plus de femmes dans les équipes, ça ajoute beaucoup. En fait, d'avoir l'expertise que j'ai, puis de savoir que ça serait 7 km de Roseland, puis les résidents de Sheep Creek puis Patterson sont à moins de 3 km. Donc, la compagnie qui propose le projet sur Record Ridge s'appelle West High Yield Resources. Donc, les impacts sont vraiment grandioses. On espère que ce projet-là ne va pas arriver. En fait, c'est vraiment des problèmes de pollution, de bruit, de trafic, de véhicules miniers qui transporteraient le minerai à travers la ville de Roseland. Parce que le site est à peu près à 7 km de Roseland. Sur Record Ridge, on peut voir le site de la ville. Pour moi, d'avoir entendu ça au départ, je me disais, mais là, c'est bien trop proche. Puis, il va y avoir des répercussions à long terme. J'étais tannée de l'impact. Je sais bien qu'on a besoin des ressources pour supporter la façon qu'on vit et tout ça, mais jusqu'à quel point qu'on a besoin d'extraire ces ressources-là puis de détruire la nature pour nos besoins. Toujours à la recherche de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes dans toutes les sphères de ma vie. Moi, mon moment préféré, en fait, c'est d'être sur l'eau ici en kayak.
en fin de journée, quand le soleil commence à descendre. Derrière les montagnes, juste ici, là, le soleil va toujours se coucher là. Puis là, on part toujours à ce moment-là. Pendant l'été, là, on vient toutes les semaines, des fois plusieurs fois par semaine, en famille. Puis là, on part en kayak à ce moment-là où la lumière descend, puis qu'il y a une quiétude, une tranquillité sur le lac. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vagues. Dans la vie, je pense qu'on est tous comme êtres humains en transformation, en changement constant. Puis il y a des moments dans notre vie où on se rend compte, on le sent, que là, OK, tu sais, je pense que là, j'étais bien dans ce que je faisais, j'étais bien où j'habitais, j'étais bien dans telle situation. Mais là, ça change, je me transforme, puis là, je sens que je suis rendue ailleurs, puis j'ai envie d'autre chose. À l'époque, on pensait rentrer au BC et aller, justement, les gens nous avaient parlé de Nelson, Squamish, l'île de Vancouver, donc on se dirigeait vers là. C'est un peu ce qu'on avait en tête avec les recommandations des gens. Mais là, il y avait, un peu comme cet été, il y a eu beaucoup de feux dans l'Okanagan, donc la route de Golden était une route d'urgence. Donc, on s'est dit, on n'est pas pressé, on a la vie devant nous, donc descendons vers le sud. C'est à ce moment-là qu'on a pris le parc Kootenay, qui est un de nos coups de cœur aussi. On est descendu par le parc Kootenay, puis à Cranbrook, les gens nous ont dirigés justement vers Creston pour se rendre à Nelson. Et c'est là que la magie s'est opérée. Et on n'a jamais quitté Creston depuis ce temps-là. Je me sens tellement présente quand je suis sur mon vélo. Pour moi, à chaque fois que je vais en vélo, là, je me sens heureuse. Il n'y a jamais que je suis revenue chez nous puis je me suis dit « Coudonc, j'aurais pas dû aller rider », tu sais. Puis quand je suis déménagée dans les Kootenays, je demandais autour s'il y avait des sorties une fois par semaine ou un groupe que j'aurais pu joindre. Il n'y en avait pas. Mais quand je demandais aux gens, ils me disaient « Hey, il n'y en a pas, mais ça serait une bonne idée d'avoir quelque chose, tu sais, qu'on puisse y aller à chaque semaine. » Fait que j'ai décidé de commencer un club de vélo pour femmes non lucratif. Je pense que c'est essentiel pour rendre le sport plus accessible. Tu sais, un gros vélo, il y a quand même un risque là, avec le vélo de montagne, les chutes. Fait que ça peut être intimidant au début. D'avoir d'autres modèles de femmes, moi, je trouve ça tellement inspirant. Puis la même chose au travail. Moi, en tant qu'ingénieure, c'est un domaine d'hommes encore. On est loin du 50-50 au Canada. Il y a 13 % de femmes dans des postes à l'heure qu'on se parle en 2023. Fait qu'on a du chemin à se faire jusqu'à 50-50. Mais à chaque année, on est de plus en plus. Puis c'est la même chose sur le vélo. Fait que je pense que c'est les petites initiatives comme ça fait vraiment une différence, je pense, en fin de compte. Mais il y a quelque chose de spécial de faire du vélo avec d'autres femmes. Moi, quand je vois une autre femme faire une roche ou un jump, un drop, quand je vois une autre femme le faire, je me dis « Ah! Peut-être que moi aussi, je pourrais le faire. » Je trouve ça tellement inspirant.